Bonjour à tous. Donc, on reprend notre cours de la dernière fois. Et pour cela, nous allons commencer par reprendre l'exemple de la dernière fois. Donc, vous vous rappelez que la dernière fois, on avait pris l'exemple de Bank of America. Une seconde. Donc, je disais, la dernière fois, on avait pris l'exemple de Bank of America. On avait vu comment, malgré des faiblesses détectées sur l'algorithme RSA, et malgré les pertes financières qu'ils vont subir chaque jour, ils ont fait leurs calculs et ils avaient trouvé que ce qu'ils allaient perdre pour renouveler l'ensemble des équipements. Alors, quand on parle d'ensemble d'équipements, il faut imaginer qu'ils doivent refaire toutes les cartes Visa de leurs clients, plutôt toutes les cartes Amex de leurs clients. Ils doivent refaire. Bon, vous me direz, les cartes Amex, c'est pas trop cher, parce qu'ils vont les refaire chaque 2 ans de toute manière. Ils doivent reprogrammer l'ensemble de leur TPE. Ils doivent acheter de nouveaux logiciels pour changer tous les logiciels de gestion et de sécurité qu'ils ont. Et ils doivent changer l'ensemble de leurs équipements. Donc, c'est un investissement vraiment très faramineux qui, dans le coût, était des centaines de fois plus important, c'était 500 fois plus important que le risque de perte quotidien, voire mensuel qu'ils vont avoir. Donc, ils avaient mis ce qu'on appelle des garde-fous. Parmi les garde-fous qu'on avait vus, c'était que si le client déclarait le vol ou l'attaque, ou bien si vous voulez, l'usurpation de compte, plus de 24 heures après les faits, la banque ne prenait pas ça en considération. C'est sous la responsabilité du client de déclarer les faits dans une limite de 24 heures. Maintenant, dans cette limite des 24 heures, la banque va vous rembourser. Or, après réflexion, les banquiers se sont dit, bon, on a minimisé nos dépenses, mais là, quand même, ce n'est pas intéressant pour nous de devoir rembourser peut-être 500 000 $ par jour. Et il faudra bien qu'on trouve quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. Et là, ils ont lancé une réflexion, ils se sont dit, pourquoi ne pas faire appel à une compagnie d'assurance? Alors, la compagnie d'assurance, elle va faire quoi? Elle va tout simplement assurer les comptes bancaires de nos clients. Assurer les comptes bancaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a un problème de sécurité, un gros d'argent ou autre, ce n'est pas nous qui allons payer, c'est la compagnie d'assurance qui va le faire. Ils ont négocié avec les compagnies d'assurance étaient d'accord. Après, la question qui se posait, la compagnie d'assurance n'est pas une entreprise qui va travailler à perte. Elle sait pertinemment qu'elle va devoir débourser presque 500 000 $ jour. Mais la compagnie d'assurance s'est dit, moi, si je donne un contrat d'assurance, il faut que la personne qui est assurée puisse payer. Alors moi, je vais assurer qui? Je vais assurer la banque. Donc la banque doit me payer de manière quotidienne, au pire mensuel. C'est comme l'assurance véhicule. Pour assurer votre voiture, vous payez l'assurance chaque 6 mois ou chaque année selon la formule que vous avez choisie. En cas de sinistre, l'assurance va vous rembourser. Sauf que l'assurance ne perd jamais. L'assurance a déjà fait ses calculs de telle manière que ce qu'elle encaisse de votre part doit être supérieur à ce qu'elle vous rend. Pas vous en tant qu'individu, mais par rapport à l'ensemble de ses clients. Si elle va assurer 1000 clients, elle est sûre que ce n'est pas les 1000 clients qui vont faire un accident. Donc, ils se sont dit, OK, on est d'accord sur le principe. Après, les banques se sont dit, oui, mais ce n'est pas nous qui allons payer l'assurance. Qui va la payer? Eh bien, c'est le client final qui va la payer. C'est pour ça que maintenant, bon, ça ne se fait pas en Algérie, mais ça se fait partout dans le monde. Quand vous avez une carte Amex, une carte Visa ou n'importe quelle carte de crédit, on intègre dans les frais bancaires ce qu'on appelle l'assurance de la carte. Il faut savoir que pour les cartes, vous allez payer. C'est vrai qu'il y a les banques en ligne actuellement où on vous dit vous ne payez rien pour la carte et tout, mais c'est des frais qui vont engager
dans vos dépenses quotidiennes, donc dans vos frais de gestion de la banque. Alors, si je cite l'exemple de Bank of America, pour une carte classique, vous allez devoir payer 5 dollars par mois. Alors, 5 dollars par mois que vous allez payer pour les frais d'assurance. Donc, si vous avez 300 millions de clients, la banque, elle va encaisser tout simplement à peu près 1,5 milliard de dollars par mois. Sachant qu'elle va rembourser, on avait dit la limite max, quand on a fait nos estimations, c'était de 500 000 dollars. Essayez de voir combien l'assurance est en train de gagner. Et dans ce scénario, la banque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a encore aucun. Il y a un risque de vol, on s'en fout. Ce n'est pas nous qui allons payer. C'est l'assurance qui rembourse. Qui paye l'assurance? Ce n'est pas nous non plus. Tant mieux, le problème est réglé. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Tout simplement, c'est par rapport aux mesures correctives quand on détecte un risque majeur. Alors, dans les mesures correctives, nous avons 3 types de mesures. Ce qui est écrit là, nous avons l'acceptation, le transfert et la réduction. Alors, l'acceptation veut dire quoi? Veut dire que le risque existe, je le sais, mais il ne me dérange pas, je l'accepte. Donc, je ne vais rien faire. Ça, c'était l'exemple de tout à l'heure quand on avait dit il y a le risque, ils vont payer 500 000 dollars par jour. Certaines banques vont vous dire, moi je l'accepte, il n'y a pas de souci, je dédommage mon client. C'est le cas des banques algériennes actuellement. Il faut savoir que dans l'Algérie, si vous avez un compte bancaire, si on vous vole votre carte, ou bien s'il y a des erreurs au niveau des opérations bancaires, ou bien un piratage, bon, en Algérie, le piratage, on l'appelle erreur, ou un vol sur votre compte, si vous le déclarez dans les 24 heures, la banque vous rembourse. Bon, elle vous rembourse dans 2 mois, 3 mois, une année, tout dépend, mais elle finira par vous rembourser un jour ou l'autre. Donc là, c'est un risque qui est accepté par les banques. À l'étranger, les banques se sont dit, non, on n'accepte pas ce risque. On va le transférer vers quelqu'un d'autre qui va gérer le risque. Le transfert s'est fait vers qui? Il s'est fait vers les compagnies d'assurance. Donc il y a un risque, je ne l'accepte pas. Je ne le gère pas, je le remets à quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. C'est les compagnies d'assurance qui vont le faire, ils vont dédommager les clients à ma place. Voilà comment je gère mon risque. Donc il y a eu un transfert. Il y a la troisième partie. Pour d'autres types de risques, vous allez voir la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance vous dit non, le risque est trop important. Les frais qui vont en découdre sont très élevés. Je ne suis pas prête à prendre le risque à votre place. Vous voyez d'autres entreprises spécialisées, ils vont refuser le transfert. Donc là, vous n'avez plus le choix contre l'acceptation ou bien la réduction du risque. Alors, la réduction du risque, c'est quoi? C'est prendre les mesures adéquates pour réduire le risque. Ça veut dire quoi? Soit appliquer des correctifs, soit changer votre configuration, soit acheter des équipements, soit ramener la ressource humaine qu'il faut. Mais l'essentiel, c'est de réduire le niveau de risque à un niveau acceptable. Est-ce que c'est clair pour les 3 types de mesures correctives? Monsieur, il n'y a pas aussi éviter le risque. C'est ce qu'on appelle la réduction du risque. Mais la réduction, on atténue juste pour réduire son impact. Par éviter, je veux dire, par exemple, annuler les activités liées à ce risque-là. Alors, il faut savoir que généralement, ce que vous appelez, vous, l'annulation du risque est un sous-ensemble de la réduction. Parce que dans le monde professionnel, dans 99,99%, on ne peut pas annuler le risque. Donc, l'annulation n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle la réduction à un seuil acceptable ou la réduction à un seuil de non-sensibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réduis le risque tellement que j'ai l'impression qu'il n'existe plus. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, on passe à la suite. Alors. Monsieur. Oui. Monsieur, oui. Quand vous dites acceptation, c'est-à-dire que qu'on vit avec ce risque parce qu'on considère ça ne vaut pas le coup de faire quoi que ce soit. C'est ça, acceptation. L'acceptation, ça veut dire qu'on va vivre avec le risque pour différentes raisons. Ça peut être parce que l'impact est tellement minime qu'on ne va pas la ressentir. Ça peut être parce que le coût
d'atténuer, de réduction est tellement élevé et le coût de l'impact est tellement bas que les managers de l'entreprise n'ont pas jugé utile de le faire, ou bien tout simplement parce que je n'ai pas les moyens de le réduire. Alors, vous avez des fois des entreprises, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ils vont vous dire, voilà, il y a un risque majeur, etc. Vous faites votre rapport, vous le remettez à qui de droit. Alors, il va y avoir une réunion du top management. Ça peut se passer même des fois à des nouveaux niveaux gouvernementaux. Au niveau du top management, ils vont se dire, voilà le risque, voilà ce qu'on risque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a le budget pour? Non, on ne l'a pas. Donc, on ne pourra résoudre le problème que l'année prochaine. Est-ce qu'on a les équipements pour qu'on pourra ramener d'une autre structure? On ne les a pas, il faut les importer. Et durant cette période, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va essayer de réduire de manière logicielle ou autre, ou trouver des subterfuges. Maintenant, si on trouve qu'on ne peut pas, le service Hadaya, c'est un service essentiel, on vient de découvrir le risque, on ne peut rien faire. Ben, le top management va décider de prendre le risque, de l'accepter, en attendant d'avoir les moyens ou bien de mettre en œuvre la politique de réduction. Mais vous allez avoir une période delta, ça va être la période d'acceptation. Oui, qui met en Algérie, et c'est arrivé plusieurs fois en Algérie, donc sur des infrastructures très sensibles. Mais ça se produit aussi ailleurs dans le monde, mais disons avec des risques amoindris. Est-ce que c'est clair, Dria? Oui. Merci. Alors, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'était l'étape 8, c'est la recommandation des contrôles. Donc, quels sont les contrôles qu'on peut faire et comment est-ce qu'on va les gérer? Maintenant, une fois qu'on a décidé, est-ce qu'on veut accepter, on veut atténuer ou bien on veut transférer, c'est là qu'il est question de documenter nos résultats. Donc, généralement, c'est la dernière étape du processus d'évaluation de risque, dans lequel vous allez faire un rapport, sur lequel vous allez décrire tout ce que vous avez fait durant votre processus, et sur la base duquel le top management, la direction ou bien le commanditaire pourra prendre des décisions sur la base de son budget, sur la base de ses politiques, sur les procédures, et surtout sur la base d'une évaluation qui est indépendante du côté sécuritaire que vous avez, vous, présenté dans votre rapport. Parce qu'il faut savoir que dans une entreprise, il y a beaucoup d'autres considérations qui sont plus importantes pour eux que le côté sécuritaire. Ça peut être l'aspect commercial, ça peut être l'aspect réputation, ça peut être l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes, ça peut être les contrats en cours. Et surtout, généralement, c'est l'aspect financier qui prime. Alors, dans votre rapport, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut décrire déjà votre périmètre. Qu'est-ce que vous avez? Quel est le périmètre? Comment vous l'avez défini? Ensuite, pour chaque menace que vous avez, quels sont les actifs concernés? Ensuite, pour chaque menace que vous avez identifiée, vous devez définir quelles sont les vulnérabilités possibles, quels sont les actifs à risque, quel sera l'impact si une vulnérabilité se produit sur votre infrastructure informatique, et surtout, quelle est la probabilité d'occurrence de ces risques. Parce que vous pouvez citer, par exemple, on va dire risque d'inondation. Dans ce cas-là, vous allez définir une certaine probabilité. Est-ce que c'est un risque probable? Est-ce que c'est un risque très bas? Est-ce que c'est un risque important? Donc là, tout dépendra aussi de l'emplacement géographique. Je prends un exemple. Supposons que vous êtes à côté d'un wad, l'infrastructure est à côté d'un wad, le wad al-Harash, le risque d'inondation est plus important pour vous qu'une infrastructure, par exemple, qui se trouve à Bouzaléaf, tout à fait en haut de la montagne, qui est l'observatoire ou autre. Donc là, vous avez plusieurs facteurs qui vont vous aider à déterminer la probabilité. Quand on parle de probabilité, on ne parle pas de probabilité, par exemple, oui, 10% de chance, 23%. Ce n'est pas une probabilité aussi exacte et aussi empirique. Et à la fin, c'est surtout les recommandations de contrôle que vous préconisez. Donc, pour les recommandations de contrôle, vous n'allez pas recommander, par exemple, de dire acceptez le risque, ne l'acceptez pas. Ça, ce n'est pas à vous de prendre cette décision.
vous allez essayer de faire les recommandations qui vous semblent les plus adéquates. Dans certains cas, il est vrai que généralement, on vous demande de faire des recommandations dans le sens de l'atténuation. Mais seulement si vous constatez que les best practices en la matière recommandent le transfert dans certains cas de figure, vous pouvez dire, pour ce risque, on peut l'atténuer en faisant telle procédure, mais généralement, il est recommandé de transférer le risque pour telle raison. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, proposé l'acceptation d'un risque. La décision d'acceptation est toujours prise par le top management et jamais par celui qui fait l'analyse des risques. Alors, il faut savoir qu'il y a, en dehors de cette méthode qu'on vient de voir ensemble, il y a d'autres méthodes qui permettent de faire l'analyse des risques. Donc, parmi ces méthodes, il faut savoir qu'il existe une soixantaine de méthodes à travers le monde. Vous avez la méthode ASOP, APR, AMDEC, ADD. Certaines méthodes sont complémentaires entre elles, d'autres sont concurrentes. Donc, c'est toujours bien d'avoir une idée générale de ces méthodes, mais ce n'est pas la peine d'essayer de maîtriser les 60. Parce que généralement, comment est-ce que ces méthodes sont créées? Certaines méthodes sont créées par des gouvernements. Pourquoi? Dans un but de normalisation et de standardisation. Certaines méthodes, c'est des méthodes propriétaires qui sont créées par des entreprises dans un but purement commercial. Alors, si on prend par exemple la méthode ASOP, à la base, c'était une méthode destinée à tout ce qui est sécurité industrielle. Donc, à la base, elle a été conçue pour les environnements industriels et les usines. Donc, elle sécurisait les processus industriels en faisant attention à tout ce qui est interaction, tout ce qui est contrôle et maîtrise de 3 variables. Alors, les variables sur lesquelles elle se basait, c'était quoi? C'était le produit, parce que c'est le résultat que doit délivrer l'industrie. Donc, le produit doit être fiable, sécurisé, etc. Le procédé et le facteur humain, qui est toujours considéré, même en industrie, comme étant le maillon faible. Une autre méthode, c'est la méthode AMDEC. Alors, c'est une méthode qu'on considère comme une méthode inductive. Pourquoi? Parce qu'on commence à partir de défaillances élémentaires, donc des défaillances de base, des différents composants, pour essayer d'en déduire ce qui va se produire si ces défaillances arrivent, et en essayant d'identifier l'impact de ces défaillances sur la globalité du système et sur son fonctionnement. Donc, généralement, on essaie de prendre le système dans sa globalité, que ce soit un système informatique ou autre, on va essayer de le décomposer en petits modules, donc en composants. Ensuite, pour chaque composant, on va recenser les différents modes de défaillance. Quels sont les cas où il va y avoir une défaillance pour ce composant? Pour chaque défaillance, on va énumérer les effets et les conséquences. Ensuite, on va déduire le risque qui va découler de cette défaillance. Vous avez une autre technique, c'est ce qu'on appelle l'arbre de défaillance. Donc là, on va essayer, c'est beaucoup plus en représentation graphique qu'on va utiliser. Donc là, on va essayer de synthétiser des combinaisons d'événements. Donc là, on ne va pas partir d'un événement unique, mais essayer de voir quelles sont les combinaisons d'événements et sous quelles conditions elles vont conduire à l'événement défaillant. Donc là, comment est-ce qu'on procède? On se pose toujours la question, comment un tel événement peut-il arriver? Donc là, c'est l'inverse de la méthode précédente, parce que là, on va commencer par l'événement final, donc ça veut dire par les catastrophes, et essayer d'imaginer comment ces catastrophes ont été causées, comment elles auraient pu se produire, sous quelles causes, quelles conditions, et essayer de deviner toutes les combinaisons possibles pouvant induire à l'événement qu'on redoute le plus. Donc cette méthode essaye, je dis bien essaye parce que on n'arrive jamais à le faire, de couvrir toutes les combinaisons d'événements qui peuvent conduire à un événement étudié. Et généralement, la racine de l'arbre de défaillance, c'est l'événement redouté. Donc pour chaque catastrophe, pour chaque événement, vous allez avoir son propre arbre de défaillance. Alors, si on essaie de classifier ces méthodes, donc nous allons avoir les méthodes issues d'organisations gouvernementales telles que EBIOS, ITIL, CRAM, FEROS. Nous avons d'autres méthodes qui sont issues
d'associations de sécurité. Donc, c'est des groupes de réflexion beaucoup plus. Vous allez avoir Marion, Méhari, Cobit. Vous avez d'autres qui sont issus des CERT, par exemple Octave. Et vous avez des méthodes issues de sociétés privées, par exemple Calios, Core ou bien Cobra. Donc là, ces méthodes peuvent se compléter entre elles. Vous allez avoir certaines méthodes qui utilisent pour leur fonctionnement d'autres méthodes. Par exemple, si vous prenez EBIOS, avec ses évolutions, elle se base actuellement sur ITIL et Méhari. Donc c'est pour ça que je vous dis, certaines méthodes sont complémentaires, d'autres, c'est des méthodes tout simplement concurrentes. Maintenant, à l'issue de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, selon vous, quelle est la différence qui peut exister entre l'analyse des risques et l'audit? Alors, on va poser la question à la dernière personne qui a parlé, Mademoiselle Drian. Oui, laissez-moi réfléchir un instant. Vous avez tout le temps que vous voulez. Alors, Saoudi a déjà proposé quelque chose. L'analyse fait partie de l'audit. D'accord, c'est un point de vue. C'est exactement la même chose que vient de dire Saoudi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points de vue? En attendant que Mademoiselle Dria termine sa réflexion. Hamadash, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? L'analyse des risques, je dirais, elle enrichit l'audit parce que normalement, on peut faire un audit dans certains cas sans faire une analyse de risque. Dans certains cas, bien sûr. Dria, est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Pas vraiment, parce que est-ce qu'on peut vraiment faire un audit sans analyser les risques? Seulement si le client nous le demande explicitement. Si le client précise qu'on doit auditer, je sais pas, pour un autre type d'audit, oui, mais sinon, je vois pas comment on pourrait s'en sortir sans. D'accord. Oui. Monsieur, l'analyse de risque en général, elle est plus complexe que celle qui est dans l'audit, genre, parce que celle qui est dans l'audit, elle se base sur celui qui nous demande genre l'audit, son système à auditer. Elle est plus complexe et plus coûteuse, on va dire. Oui, mais l'analyse des risques aussi, elle se base aussi sur le système. Je vais vous demander de me faire l'analyse du risque par rapport à un système donné. Je ne vais pas vous demander de faire une analyse du risque dans l'absolu. Alors, je vais vous poser la question autrement. Lorsque je fais un audit de conformité, pour les gens qui m'ont dit, l'analyse de risque est comprise dans l'audit. Dans un audit de conformité, est-ce que je fais une analyse de risque? Non, monsieur. Non. Alors, pourquoi vous m'avez dit que l'analyse de risque est incluse dans l'audit? Là, je ne vous ai donné qu'un exemple. Audit de sécurité. Ben oui, l'audit de conformité est un audit de sécurité aussi. Je vous donne un exemple. Vous êtes responsable de sécurité, on vous dit, voilà, nous avons mis en place une politique de sécurité. On veut un audit de conformité pour vérifier si l'audit de sécurité est vraiment appliqué ou non. Est-ce que vous allez faire une analyse de risque? Non, pas Non, monsieur, non. Alors, pourquoi vous me dites, dans l'absolu, l'analyse de risque est inclue dans l'audit? Oui, elle n'est pas inclus. Alors, maintenant, donnez-moi des exemples d'audits dans lesquels on va faire l'analyse de risque. Si vous pensez que l'analyse de risque est inclue dans l'audit, là je parle à Delia qui avait dit ça et à monsieur
Saoudi qui disait que l'analyse de risque est incluse dans l'audit. Donnez-moi des exemples où c'est réellement le cas. Bah, si le client demande qu'on analyse, enfin qu'on audite la sécurité de son système comme ça en général, on va procéder à une analyse de risque, non? Dalia, ça veut dire quoi auditer la sécurité de son système de manière générale? Soyez plus spécifique. Le client nous demande, voilà, mon système, est-ce qu'il est sécurisé ou pas? D'accord. Généralement, ce type d'audit, comment on l'appelle? Audit interne ou externe? Non, audit interne ou externe, c'est autre chose. C'est des sous-catégories de l'audit dont j'attends le nom. On en a parlé la dernière fois. Lorsque vous étiez en train de présenter vos CV. C'est quoi la question, monsieur? Comment s'appelle l'audit dont parlait mademoiselle Dria? Celui dont le client va vous dire est-ce que je suis sécurisé ou non? Vous allez faire quoi comme audit? Est-ce que vous allez faire un audit de conformité? Moi, je suis le client, je vous dis, voilà, je veux savoir, est-ce que mon système est sécurisé? Est-ce que vous allez faire un audit de conformité? Un audit organisationnel. Non. Ok, organisation. Est-ce que vous allez faire un audit de surcharge? Non. Delia, je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Comment s'appelle cet audit? Merci, Hayatan. Alors, généralement, on parle d'un test d'intrusion, ou bien ce qu'on appelle un audit de pentest. Alors, quelqu'un vous dit, je veux savoir si je suis sécurisé ou non. Comment vous allez faire? Le seul moyen que vous avez pour vérifier ça, c'est d'essayer tout simplement de faire une intrusion chez le client pour essayer de vérifier s'il est sécurisé ou non. Surtout si le client vous dit, moi, je mets une politique de sécurité. Maintenant, si le client a une politique de sécurité, vous pouvez procéder autrement. Vous pouvez tout simplement lui dire, donnez-moi votre politique de sécurité et je vais l'analyser. Et là, c'est ce qu'on appelle un audit documentaire. Pourquoi? Parce que vous allez vous baser sur un document qui est la politique de sécurité du client pour essayer de vérifier est-ce que déjà cette politique de sécurité est cohérente ou bien si elle n'est pas cohérente. Parce que des fois, vous avez affaire à des clients, la politique de sécurité d'Yalo, c'est bon, vous allez tomber à la renverse. Parce que la politique en elle-même, elle est pleine d'erreurs. Et le cas de la politique qu'elle est appliquée, c'est déjà un grand problème de sécurité. Ou bien, si le client vous dit, ma politique de sécurité, et je ne veux pas gâter la société d'y aller. Ça veut dire là, on parlera d'un pentest externe ou d'un pentest interne, comme l'a dit tout à l'heure votre camarade. Est-ce que le pentest, je vais le faire de l'extérieur ou bien est-ce que je vais le faire de l'intérieur? Donc maintenant, pour revenir à la question de tout à l'heure. Audit vs analyse de risque. Est-ce que quand vous allez faire un pentest, vous allez faire une analyse de risque? Oui. Comment? On va chercher les vulnérabilités, monsieur. Vous allez chercher les vulnérabilités, oui. Mais l'analyse des risques, rappelez-vous ce qu'on avait dit. On a dit quand on fait une analyse des risques, on doit identifier un périmètre,
on doit identifier les actifs. Donc, c'est un travail documentaire qui va se faire en ayant une connaissance préalable de ce que possède le client. Maintenant, le pentest, vous avez des pentests en black box et vous avez des pentests en white box. Si vous êtes dans le cas d'un pentest en black box, vous ne pouvez pas faire une analyse de risque proprement dite. Mais si vous êtes dans un cas d'un pentest en white box, là, vous allez pouvoir faire une analyse des risques proprement dite. À vrai dire, l'audit, le processus d'audit et le processus d'analyse des risques, c'est deux processus séparés. Dans le processus d'analyse des risques, c'est un processus où vous avez une connaissance totale des actifs et des systèmes de votre client. Le client doit vous donner toute l'information. Or, dans un processus d'audit, tout dépendra du type d'audit. Surtout quand on parle d'audit de sécurité. Nous avons des audits de sécurité où nous avons une connaissance absolue du système, on connaît tout. Nous avons d'autres types d'audits où nous n'avons aucune connaissance du système, c'est des audits à la black box. Nous avons d'autres audits où nous avons une connaissance partielle, et là on parlera de gray box. Donc tout dépend du cas dans lequel on est. C'est pour ça que l'intégration d'un processus d'analyse des risques n'est pas systématique dans un processus d'audit. Maintenant, si vous me dites, voilà, nous, on est des lead auditeurs ISO 27001. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement faire une analyse des risques parce que dans la ISO 27001, vous avez une partie où on vous dit il faut faire l'analyse des risques. Donc, dans certains types d'audit, elle est intégrée de manière systématique. Dans d'autres types d'audit, elle n'est pas faisable. Même si vous essayez de le faire, vous n'arrivez pas à le faire. Je vous donne un exemple. Vous avez affaire à un client, il va vous dire, voilà mon URL, je veux un audit. Vous avez une analyse des risques que vous allez faire. Comment vous allez la faire? Pour les failles applicatives, monsieur, c'est pas une analyse de risque. Quand on dit, par exemple, si on essaie, SQL injection et ça marche, c'est pas une faille. Non, vous allez détecter des failles et des vulnérabilités, mais vous n'allez pas faire une analyse de risque. N'oubliez pas, lors de l'analyse de risque, c'est une analyse théorique. Vous n'allez pas réellement attaquer la victime, c'est une analyse théorique. Or, lors d'un pentest, vous allez faire des injections. Vous allez injecter des vecteurs d'attaque. Évidemment, ils doivent être neutralisés pour ne pas nuire à la structure de votre cible, mais ce n'est pas une analyse de risque proprement dite, c'est une recherche de vulnérabilité. Donc voilà un peu la différence entre les deux, et c'est l'erreur la plus commune que les gens font. D'accord? Alors, on va parler d'un événement qui s'est passé il y a très longtemps. Il s'est passé il y a 10 ans de ça. Enfin, 9 ans, pas 10 ans. Alors, le 2 octobre 2012, il y avait une ville qui s'appelait Tulsa, là aux États-Unis, en Oklahoma. Donc, cette ville a tout simplement fait une annonce pour dire, attention, toutes les données des habitants de la ville ont été consultées de manière illégale par des pirates. Donc, il y a eu une attaque informatique. Oui, on nous a attaqués. On a volé toutes vos données. Après enquête, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas eu d'attaque. C'est tout simplement un pentest qui a été initié par une entreprise que la ville avait embauchée et qui a fait croire à une attaque. Pourquoi est-ce que cet événement est arrivé? Vous savez, le maire d'une ville, bon, le maire, le maire d'une ville, ça a la consistance d'un wali chez nous. Alors, le maire d'une ville qui fait une déclaration pour dire qu'on a été attaqué et que toutes vos données ont été volées, c'est un événement très grave. Pourquoi c'est arrivé? Il faut savoir que Hadlaville, elle a recruté une entreprise qui devait faire un pentest. Lorsque l'entreprise a fait un pentest, ils ont lancé tout simplement des exploits. Comme on fait quand on fait un pentest pour tester des vulnérabilités, ils ont lancé des exploits. Parmi les exploits qu'ils ont lancés, ils ont tout simplement lancé un exploit qui a activé les systèmes informatiques de la ville pour imprimer 90 000 lettres qui ont été envoyées et postées à des gens qui ont postulé à des emplois dans la ville. Ou bien tout simplement
des lettres qui parlaient de faits de délinquance au cours de la dernière décennie. Les lettres, ils ont averti aussi les gens que leur information d'identification a été consultée. Donc vous imaginez envoyer 90 000 lettres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un processus automatisé qui a été lancé, qui a forcé les imprimantes à imprimer des lettres, ou qui les a envoyées vers le service courrier avec une injonction pour lui dire envoyer vers les gens. Donc imaginez le coût des timbres, le coût d'envoi, les facteurs, la poste, etc. Donc l'envoi leur a coûté 52 000 $. Par la suite, comme il y a eu l'envoi qui n'a été commandé par personne, ils ont recruté une entreprise d'audit. Donc, une entreprise qui est spécialisée dans les conseils en sécurité pour venir rajouter des mesures de protection sur leur site web. Ça leur a coûté 25 000 $ supplémentaires. Donc, l'entreprise, quand elle a mis ces mesures et tout, et qu'elle a fait l'audit des systèmes, finalement, il n'y a pas eu d'attaque. C'est l'entreprise que vous avez recrutée avant moi qui devait faire un pentest qui a causé tout ça. Donc là, pourquoi est-ce qu'on parle de cet exemple? Là, c'est un exemple de mauvaise gestion et de mauvaise gouvernance. Pourquoi on parle de mauvaise gestion et de mauvaise gouvernance? Et aussi un exemple d'incompétence. D'abord, l'incompétence vient de la société numéro 1 qui a causé la catastrophe en faisant un audit qui n'est pas censé avoir de charge virale ou bien de charge utile pouvant nuire au fonctionnement de l'organisme que vous auditez. Et d'autre part, c'est un problème de mauvaise gestion de la ville de Tulsa pour la simple raison qu'ils avaient complètement oublié qu'ils avaient commandé un audit. C'est comme un responsable qui va commander un travail d'un prestataire, il le travail a été demandé, il a le résultat, il le met dans un tiroir, et entre-temps, il a un problème, il oublie de jeter un coup d'œil sur le premier rapport pour voir ce qui a été fait. Il ramène un deuxième prestataire qui va lui dire c'est le site que tu as recruté avant moi qui a fait le travail. Et évidemment, le deuxième prestataire, il faudra le payer aussi. Alors, c'est quoi le concept de pentest? Alors, votre camarade pose la question pour dire est-ce que dans les black box, on a besoin d'un périmètre? Oui, pour une intrusion de type black box, généralement, on vous donne un point d'entrée. On ne vous donne pas de périmètre. On vous dit voilà. Alors, tout dépend à vrai dire du test. Soit on vous donne un point d'entrée, on vous dit voilà, faites-nous un pentest. Sinon, on vous dit voilà, faites un pentest de mon, par exemple, serveur de base de données. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de pentester d'autres serveurs. Donc, on verra par la suite comment définir le périmètre lors d'une opération d'audit. Ça, on en discutera par la suite. Mais oui, effectivement, il y a un périmètre qui est défini et dans certains cas, on vous autorise à bypasser ce périmètre. Mais généralement, vous ne pouvez pas bypasser le périmètre de votre client, dans le sens où si les systèmes de votre client sont interconnectés avec d'autres systèmes, tu as d'autres entreprises, votre couverture juridique disparaît si jamais vous pénétrez dans les systèmes des autres. Mais par contre, tant que vous êtes dans les systèmes du client et qu'il vous a autorisé à bypasser le périmètre, il n'y a aucun problème. Alors, quand on parle d'évaluation de la sécurité, qu'est-ce qu'on veut dire? Il faut savoir que chaque organisation a son propre niveau de sécurité, même si elle le sait ou elle ne le connaît pas. Certaines organisations, quand vous leur posez la question, c'est quoi le niveau de sécurité adopté? Mais réellement, ils ont une posture de sécurité et un niveau de sécurité, même s'il n'est pas évalué. Ça veut dire que c'est à vous de savoir quel est leur niveau de sécurité, donc ça sera à vous de l'évaluer. Maintenant, il faut savoir aussi que chaque entreprise va utiliser une technique d'évaluation différente, qui lui est propre. Maintenant, quand on parle d'évaluation de sécurité, il existe beaucoup d'approches. Il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a appelé l'audit de sécurité, donc de conformité. Ça veut dire qu'ils ont leur politique ou leur niveau de sécurité avec certaines exigences et ils vont vous demander tout bêtement
vérifiez-nous si on est conforme à cette politique. Ou la vérifiez-nous si on respecte les exigences de sécurité. Par contre, lorsqu'on évalue un niveau de sécurité, on ne peut jamais dire à quelqu'un, par exemple, il faut comme avec niveau, est-ce qu'il y a un niveau ou la forme? Ça, vous ne pouvez pas le dire. Généralement, on peut affirmer avec certitude que vous n'avez pas atteint ce niveau, ou bien vous êtes conforme à ces exigences. Mais on ne peut pas vous dire formellement, vous êtes au niveau 7, 8 ou la 9. On définit toujours le seuil minimal. Parce que mathématiquement parlant, vous pouvez ramener un contre-exemple pour dire, ah, voilà le contre-exemple, donc vous n'avez pas atteint ce niveau, mais vous ne pouvez pas tester toutes les entrées possibles et imaginables pour dire toutes les entrées sont valides, donc vous avez atteint ce niveau. C'est un problème d'infinité d'injection, par exemple, ou d'infinité de cas d'entrée. Parce que les entrées à tester représentent toujours un ensemble infini. Maintenant, de la même manière, nous avons d'autres types de tests, par exemple l'évaluation des vulnérabilités. Quelqu'un peut vous dire, évaluez-moi mes vulnérabilités, c'est tout. Et là, c'est ce qu'on appelle l'analyse des risques. J'évalue les vulnérabilités qu'il y a dans telle ou telle organisation. Nous avons aussi un autre type, c'est ce qu'on appelle le pentest, ou bien les tests d'intrusion, où là, on vous demande clairement d'essayer de vous introduire dans les systèmes d'un client pour essayer de trouver quelles sont les manières possibles et imaginables qu'un attaquant pourra exploiter. Donc, quels sont les vecteurs d'attaque qui peuvent aboutir et quel sera l'impact de l'utilisation de ces vecteurs d'attaque sur les systèmes de ce client ou bien de cette personne. Maintenant, il est clair que chaque type d'évaluation va exiger un personnel qualifié qui a des qualifications particulières adaptées à ce type d'évaluation. À titre d'exemple, vous allez avoir par exemple des lead auditeurs certifiés ISO 27001, 27002 ou ce que vous voulez. Ça va être des personnes qui seront incapables de faire un pentest. Quand vous pouvez avoir un pentesteur qui n'est pas qualifié pour faire un audit de conformité ISO. Maintenant, l'audit de sécurité, c'est quoi? D'abord, il faut savoir que c'est une évaluation de la conformité de l'organisation à un ensemble de critères qu'ils ont déjà préétablis dans un document, de manière formelle. On ne peut pas parler d'un audit de conformité s'il n'y a pas un document formel qui définit leurs critères de sécurité. Merde, je crois que un audit de conformité sans aucun référentiel. Vous allez être conforme à quoi? Maintenant, l'audit de sécurité, il va englober quoi? D'abord, l'évaluation des systèmes logiciels, l'évaluation de la configuration du matériel qu'ils ont, l'évaluation des mesures de sécurité physique et périmétrique, et aussi l'évaluation des pratiques des utilisateurs. Par rapport toujours à la checklist, la checklist, on l'appelle communément la politique de sécurité, ou bien par rapport à des procédures de normalisation. Vous pouvez avoir une entreprise électronique, je n'ai pas une politique formelle, mais je veux savoir est-ce que je suis compliant avec la norme, par exemple, ISO 27001, ou là, est-ce que je suis compliant PCI DSS pour le secteur bancaire, on en parlera après. Donc, tout dépend de ce que l'entreprise exige. Mais dans l'audit de sécurité, si vous n'avez pas un référent, vous ne pourrez jamais le faire. Maintenant, il faut savoir que l'audit de sécurité peut garantir que l'organisme possède ou bien qu'il a déployé un certain nombre de politiques standards de la sécurité de l'information. Ça veut dire, moi j'ai ma checklist, il a tout est conforme, que vous êtes compliant à cette checklist. Mais je ne lui dis pas que vous êtes invulnérable. Ça, vous ne pourrez jamais le dire dans un audit de sécurité. Vous pouvez dire que vous êtes compliant par rapport à telle checklist, point.
compliant par rapport à telle norme, point. Parce que la norme, si vous prenez n'importe quelle norme, si je prends par exemple la SOX pour le domaine de la santé, la SOX, on vous dit si vous avez par exemple atteint un score de 80 sur 100, vous êtes compliant. Peut-être 80 sur 100, vous ne l'êtes pas. Donc vous référez aux exigences de la norme pour pouvoir dire à un client, vous êtes compliant ou vous ne l'êtes pas. Maintenant, il faut savoir que certaines entreprises vont faire leur audit pour des raisons tout simplement réglementaires et légales. Par exemple, là, quand on parle de IPA, SOX, PCI DSS, c'est des normes qui sont définies par voie réglementaire dans différents pays, que ce soit aux États-Unis ou là en Europe. Si je prends le cas de l'Algérie, les banques, par exemple, sont obligées d'être compliant à certaines normes qui sont définies par la Banque d'Algérie. Par exemple, la Banque d'Algérie, elle traverse des... Attendez une seconde. Je pense que j'ai un exemple ici, je peux vous le montrer. Je ne sais pas si je l'ai ici. Voilà. Par exemple, en Algérie, vous avez la Banque d'Algérie, elle peut vous sortir ce qu'on appelle des règlements de la Banque d'Algérie. Par exemple, là, c'est un règlement sur la sécurité des systèmes de paiement. Une banque peut se faire auditer par rapport à ce règlement qui va définir certaines exigences par rapport... Bon, ne vous attendez pas à une norme détaillée. Hein. Par exemple, là, l'article 5, on vous dit la sécurité de l'infrastructure des systèmes de paiement inclut notamment la disponibilité, l'intégrité, traçabilité, confidentialité, auditabilité. Donc, si un système ne permet pas la traçabilité, il n'est pas validé. Et donc là, vous allez avoir plein de points qui sont définis dans ce règlement de la Banque d'Algérie. Dans d'autres secteurs aussi, vous avez des normes de sécurité. Par exemple, en Algérie, nous avons le référentiel général de la sécurité des systèmes d'information qui a été diffusé à toutes les entreprises publiques. Et ils sont tenus de le respecter par décision du Premier ministre, etc. Et vous avez d'autres secteurs plus stratégiques qui, eux, ont d'autres normes qui sont plus particulières et qui sont tenus de les respecter par voie réglementaire, voire même à travers des textes légaux. Alors, quand on parle maintenant de la deuxième famille qu'on avait appelée tout à l'heure l'évaluation des vulnérabilités. Alors, l'évaluation des vulnérabilités, on va faire quoi? On va déjà commencer par scanner des réseaux pour évaluer les vulnérabilités parce qu'on doit identifier déjà les failles de sécurité qui existent sur ces réseaux. Donc, on sera amené forcément à utiliser des outils de scan de vulnérabilité qui vont faire des recherches soit par segment du réseau, soit pour la compatibilité IP, numération des systèmes, OS, etc. Ces scanners de vulnérabilité peuvent aussi éventuellement identifier certaines erreurs de configuration. Seulement, ne jamais oublier qu'un scanner de vulnérabilité ne détecte pas toutes les vulnérabilités. Le facteur humain est toujours important, parce qu'un scanner qui n'est pas mis à jour depuis une année ne détectera rien qui est apparu depuis une année. Maintenant, ces scanners de vulnérabilité vont vous fournir de beaux rapports. Je dis bien beau, je pèse mes mots parce que c'est des rapports Mshibhin, etc., qui vont tester le niveau d'exposition de vos systèmes, de vos équipements et des différents réseaux. Maintenant, il faut savoir aussi que le travail de cette évaluation de vulnérabilité est limité. Pourquoi on dit que c'est limité? D'abord, il faut savoir qu'elle utilise des packages de scan qui sont aussi différents que les méthodes d'évaluation de sécurité. Donc, chaque scanner a ses propres packages. Elle ne peut pas mesurer la puissance des contrôles de sécurité. Je vous donne un exemple. Vous avez mis un contrôle de sécurité, par exemple, pour le contrôle d'accès.
Un scanner de vulnérabilité ne va pas essayer de mesurer la limite de tolérance de ce contrôleur d'accès. Il vous dira, oui, il y a un contrôle d'accès, c'est bon, donc check. Ça s'arrête là. C'est ça son rôle. Aussi, il faut savoir qu'à chaque fois, on doit les mettre à jour pour découvrir de nouvelles vulnérabilités. Ça, on en a parlé. Et du fait qu'ils soient limités par rapport à la date, à une date donnée. C'est pour cela qu'il y a une autre famille de tests, ou bien d'audits, qu'on appelle les tests d'intrusion. Alors, les tests d'intrusion, ou bien ce qu'on appelle les pentests, là, on va carrément simuler des méthodes qu'un intrus va utiliser pour avoir un accès non autorisé à vos systèmes, à vos réseaux, ou bien carrément à une entreprise. Donc, dans le contexte d'un pentest, le testeur est limité. Il faut savoir qu'il est limité par plusieurs facteurs, notamment le temps disponible, parce que contrairement à un attaquant, un pentester, il a une limite de temps, parce que votre client, vous allez vous engager avec lui à faire le pentest sur une semaine, un mois, 10 jours, 20 jours, donc vous êtes limité par ce temps. Et vous êtes limité par les ressources mises à votre disposition. Parce que certaines ressources vont être spécifiées dans le contrat du pentest. Je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir quelqu'un à tester, des collègues, je suis contre le fait que vous utilisez par exemple des réseaux de bots sur Internet. Vous devez utiliser des ressources qui sont uniquement en Algérie. Pour certaines X raisons de sécurité, ils peuvent vous exiger ça. Monsieur, mais il peut y avoir des vulnérabilités de ce côté. Genre, si on nous prive de certaines ressources, que les ressources sont vulnérables. On ne pourra pas tester. Alors, non, on ne vous prive pas de ressources qui appartiennent à l'entreprise. Non, on vous prive de ressources externes que vous allez pouvoir utiliser. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je vais faire un pentest sur l'entreprise XYZ. Je dis à l'entreprise, voilà, moi, je vais utiliser un réseau de botnet pour tenter de faire un DDoS sur vos systèmes. L'entreprise va me dire, le réseau de botnet, il est où? Je lui dis, c'est un réseau de botnet que je vais louer partout sur la planète. Et pas que non, on est contre. Utilisez uniquement des ressources qui se trouvent sur le territoire national. N'utilisez pas des ressources externes, parce que là, on risque d'avoir une fuite de nos données en dehors de l'Algérie et ça représente un risque majeur pour nous. D'accord, oui. C'est de ça que je parle. Par contre, le fait qu'ils vous disent, on vous limite dans les ressources, vous n'avez pas accès à toutes nos ressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tout simplement délimité votre périmètre de pentest. Je vous donne un exemple. Voilà, je vous dis, voilà, l'URL d'entrée Hawlek. Vous allez faire un pentest de l'intérieur et de l'extérieur, mais vous avez le data center numéro 2, même dans votre pentest, si vous arrivez à avoir accès, vous arrêtez à ce niveau-là. Le segment réseau, il ne doit pas être pentesté. Il est vrai qu'il peut y avoir une vulnérabilité dans ce segment réseau, mais c'est la demande du client. Et si vous dépassez cette frontière, vous êtes passible de poursuites judiciaires, parce que le client était très clair avec vous. Tel segment réseau ne doit pas être pentesté. Le client a ses raisons. Notre rapport de pentest doit spécifier que nous avons fait un pentest de tout le réseau, à l'exception de tel segment, à la demande du client. Et par conséquent, vous n'êtes nullement responsable de toute attaque qui provient de ce segment ou de toute vulnérabilité qui se trouve sur ce segment, même si elle est utilisée pour attaquer votre réseau. Maintenant, il faut savoir aussi que la plupart des attaquants vont suivre toujours presque les mêmes approches pour essayer de s'introduire dans un réseau. Généralement, la plupart du temps, c'est des attaques standards, exception faite des attaques de type Zero Day ou autre. Alors, par contre, il faut faire très attention, parce qu'un pentest qui n'est pas effectué de manière professionnelle peut entraîner une perte de service, une perturbation de la continuité des activités. On a pris l'exemple à la ville de Tulsa tout à l'heure. Oui, ils ont fait perdre une somme faramineuse à la ville. Il faut savoir que le pentester va aussi analyser ou évaluer le modèle de sécurité de l'organisation dans son ensemble. Il ne va pas essayer de faire, dans votre rapport, vous n'allez pas dire tel module est super sécurisé ou hadalala. Non,
La conclusion finale de votre rapport, c'est une conclusion qui porte sur l'ensemble. Il est vrai que dans le détail du rapport, vous allez tout détailler, mais la finalité, c'est d'évaluer une posture globale de sécurité. Et surtout, un pentester a pour obligation de révéler toutes les conséquences potentielles d'une attaque sur le réseau. Ça ne suffit pas de dire oui, vous êtes attaquable. Oui, attaquable, mais quelle est la conséquence? Je vous donne un exemple. Lors d'une opération de pentest qu'on avait présentée dans une institution X, on avait présenté, à la présentation, pour des raisons que je ne citerai pas, on était beaucoup plus, comment dirais-je, on n'était pas démonstratif. Donc, dans le sens où on présentait, voilà les vulnérabilités que vous avez, etc. À un moment donné, un responsable de cette organisation nous dit, trop de vulnérabilité, mais donc, il a fallu qu'à un moment donné, on lui affiche quelque chose à l'écran. Donc, ce qu'on lui a affiché, c'était les messages qu'il avait échangés avec une autre personne. Dès qu'il les a vus, le monsieur, il s'est mis debout. C'est à ce moment-là qu'on lui a dit, les vulnérabilités, le résultat. On a pu accéder à ta messagerie sécurisée on a eu accès au message que tu as échangé avec X, Y, Z. On a eu accès à telle information. À ce moment-là, le monsieur s'est levé. Il a donné instruction à ses services. Maintenant, il faut combler ceci, combler cela, faire ceci, faire cela. C'est pour cela que je vous dis, le fait de révéler les conséquences et de les montrer concrètement à la personne qui sont en face de vous a beaucoup plus d'impact que le fait de lui dire « Ah, tu as une vulnérabilité, niveau de criticité, etc. » Surtout si la personne n'est pas du domaine. Donc, vous aurez beau parler, ça ne servira à rien. Mais le fait de lui montrer quelque chose qui le concerne et qui est d'une importance capitale, là, ça a fait vraiment bouger les choses et ça a déclenché plein de processus par la suite. Maintenant, il faut savoir une chose, qu'un pentester n'est pas un attaquant. N'est pas un attaquant par deux choses. D'abord, par son intention, parce que lui, même s'il a eu accès à de l'information confidentielle, il va la restituer à la fin et il a un code de déontologie qui l'empêche de la divulguer. Et aussi par son manque de malice. Généralement, les attaquants, pourquoi on parle de manque de malice? Parce qu'un vrai attaquant va avoir recours à des ruses et à des techniques tellement complexes qu'un pentester, dans le laps de temps qui lui est donné, ne pourra jamais y penser, ne pourra jamais les mettre en application. Alors, la question qui se pose toujours, pourquoi on va faire un pentest? Bon, je pense que vous avez tous la réponse. Donc déjà, identifier les menaces qui pèsent sur les actifs d'une organisation, réduire les dépenses de l'organisation en matière de sécurité. Pourquoi réduire la dépense? Parce que généralement, vous allez faire appel à des conseils en sécurité qui vont vous dire il faut installer ceci, il faut déployer cela, il faut faire ceci, faire cela, indépendamment de ce qui existe chez vous. Et surtout, améliorer le retour sur investissement en matière de sécurité, ce qu'on appelle le ROSI. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à faire un pentest, à identifier de vraies vulnérabilités et à les corriger, c'est beaucoup mieux que d'investir sur de nouveaux équipements de sécurité ou bien de nouveaux outils de sécurité qui vont couvrir un large spectre et peut-être qu'ils ne couvriront pas la petite vulnérabilité qui est cachée quelque part dans votre système. Aussi, ça nous permet de fournir une assurance et une évaluation complète de la sécurité, donc soit la politique, les procédures ou bien la conception. Ça permet aussi d'avoir des certifications et de maintenir ces certifications par rapport à certaines normes de l'industrie. Et ça permet aussi d'adopter les best practices en matière de conformité à la réglementation. On le fait aussi pour valider l'efficacité de nos propres contrôles de protection et de sécurité. Donc là c'est quand c'est un pentest qui est fait par l'organisme lui-même. Surtout que le pentest se concentre sur les vulnérabilités de gravité élevée. Et généralement, on met l'accent uniquement sur les problèmes de niveau moyen ou faible. Mais on se concentre surtout sur les problèmes de haute gravité. Et ça permet
de mettre en évidence tous les problèmes de sécurité applicables, pour que ce soit sur les systèmes, même sur le matériel, ce qui permettra le développement positif des systèmes de sécurité. En même temps, ça permet de fournir une approche complète des phases de préparation. Donc, pourquoi? Parce que tout pentest doit être documenté. On verra par la suite comment faire le rapport de pentest, qu'est-ce qu'il doit contenir. Donc, ça permet de préparer déjà votre client, donc ses équipes techniques, pour empêcher les futures exploitations parce qu'ils auront compris comment on exploite les vulnérabilités qu'ils ont. Ça permet aussi d'évaluer l'efficacité des équipements de sécurité, tels que les firewalls, les routeurs, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont performants, est-ce qu'ils sont bien configurés, est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils sont mis là où il faut. Car il y a eu des cas où des organisations avaient tout l'équipement qu'il fallait, mais qui était soit mal configuré, soit mal placé, ce qui réduisait son efficacité à plus de 70%. Aussi, ça permet de changer et de mettre à jour les infrastructures logicielles et matérielles. Pourquoi ça permet de faire le changement? Parce que souvent, les équipes informatiques au sein d'une organisation, que ce soit une entreprise ou bien une organisation gouvernementale ou autre, ils ont beau demander à changer l'équipement, le matériel, etc. Comme l'informatique est considérée comme un support pour assister d'autres services, donc généralement, les décideurs considèrent que, bon, ah oui, donc ce n'est pas la peine de le changer. Tant que ça marche, on ne change pas. Je préfère investir mon argent sur les processus productifs. Je préfère investir mon argent dans d'autres domaines où je vois réellement. Mais investir mon argent sur un serveur, mais on dit déjà serveur, voilà comment réfléchissent les décideurs, que ce soit dans le milieu économique ou bien dans un milieu administratif. Par contre, si vous allez faire un pentest et que vous allez amener un rapport qui démontre clairement les risques qu'il va y avoir, qui démontre clairement ce qu'on est en train de voler comme information, comment on peut arrêter leur service et tout, là, ça va donner des arguments aux gens qui travaillent dans le domaine informatique pour pouvoir demander un changement d'équipement ou autre. Bon, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Pas de questions? Ok. Donc, on va parler rapidement de la comparaison entre l'audit, l'évaluation des vulnérabilités et le test d'intrusion, et on arrête. Alors, quand on parle d'audit, donc l'audit ne fait que vérifier si l'organisation respecte un ensemble de politiques et de procédures normalisées, sans plus. L'évaluation de vulnérabilité va se concentrer uniquement sur la découverte de vulnérabilité dans un système d'information, mais ne va fournir aucune indication sur ni comment l'exploiter, ni sur les dommages qui vont être engendrés par son exploitation. Par contre, un pentest, bien un test d'intrusion, là c'est une approche méthodologique qui va évaluer la sécurité, qui va englober l'audit de sécurité, qui va englober l'évaluation de vulnérabilité et elle va démontrer si ces vulnérabilités sont réellement exploitables ou non. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un scanner de vulnérabilité, il va vous dire vous avez 1000 vulnérabilités. Pourquoi? Parce que tout simplement, il dit comment il fonctionne. Lui, il va se dire, vous avez SQL Server, quelle version? Ah tiens, la version, elle est documentée qu'on peut faire 13 vulnérabilités. Il va vous mettre 13 vulnérabilités. Maintenant, il se peut que vous ayez les 13 vulnérabilités, on va dire par exemple que les vulnérabilités 1 et 2 utilisent tel port. Vous, le port, vous l'avez déjà verrouillé. Donc, les vulnérabilités ne sont pas exploitables. Telle et telle vulnérabilité nécessite par exemple que votre base de données contienne certains paramètres. Ces paramètres, vous les avez désactivés, donc non exploitables. C'est pour ça qu'on dit qu'une évaluation de vulnérabilité est un processus bête et discipliné, qui n'est pas vraiment très parlant, sans l'intervention humaine par la suite qui vient via le test d'intrusion. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ok. Donc, on arrête là. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci, monsieur. On se voit lors du prochain